Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration qui, à première vue, pourrait vraiment passer pour un simple débrief d'actualité sportive. Ouais, un format assez classique de résumé de match. C'est ça. Notre point de départ, c'est une vidéo publiée par la chaîne YouTube Walid Hope. Mais la mission qu'on s'est fixée, c'est pas du tout d'analyser des schémas tactiques ou de débattre sur des hors-jeux. Dieu merci, on laisserait ça aux spécialistes du gazon. Exactement. L'objectif ici, c'est vraiment d'extraire toute la sève géopolitique et sociologique de ces informations. Et en préparant cette discussion, je cherchais des titres, des angles pour définir ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a de quoi faire avec cette vidéo. Ah oui, plusieurs s'imposent. On pourrait carrément appeler ça, je sais pas, diplomatie des stades, l'Algérie face à l'Europe. Très accrocheur. Ou alors, si on part sur du sociétal, un truc du genre Ramadan, diaspora et tension, les non-dits du football franco-algérien. Ce qui est en plein cœur de l'actualité. Voilà. Voire tout simplement géopolitique du ballon, quand le sport dessine les frontières. Parce que très clairement, ce qui se passe sur le terrain dépasse largement les gradins. C'est un point de départ fascinant parce que le football, en fait, ça fonctionne véritablement comme un miroir grossissant de nos dynamiques mondiales. On réduit souvent ça à du divertissement pur. Exactement, à un jeu de balle de 90 minutes. Mais dans les faits, c'est l'un des outils de soft power les plus redoutables dont disposent les États aujourd'hui. Un théâtre à ciel ouvert pour les relations internationales, en gros. C'est exactement ça. C'est une projection de l'identité nationale. Et quand on prend le temps d'analyser les infos de cette vidéo, on réalise très vite que chaque match organisé, chaque liste d'un sélectionneur, c'est chargé de sens politique. Même une décision aussi triviale qu'un changement de capitaine en club chien. Surtout ça. L'arène sportive permet de faire passer des messages sans passer par la case de la diplomatie en costume-cravate. Bon, je comprends bien l'idée du soft power, mais pour que ce soit bien concret pour ceux qui écoutent, prenons l'exemple du calendrier de l'équipe nationale algérienne qui est cité dans notre source. Allons-y. On apprend qu'un match amical est prévu contre les Pays-Bas. Ce sera le 3 juin à Rotterdam. Et pas n'importe où, dans le mythique stade de Kuip. Une véritable forteresse. C'est le mot. Les Néerlandais y sont invaincus depuis 25 ans. Et juste avant ça, il y a un autre match contre le Guatemala qui a été délocalisé en Italie en mars. Où la billetterie explosait, oui. Les billets se sont vendus à une vitesse hallucinante. Mais du coup, ma question en me faisant un peu l'avocate du diable, est-ce qu'on suranalyse pas un peu le truc ? C'est-à-dire ? Est-ce que c'est pas juste la fédération algérienne qui cherche de bons sparring partners en Europe pour se préparer sportivement ? C'est une objection totalement valide. Et c'est la lecture sportive de base. Mais la géopolitique, c'est justement l'art de capitaliser sur ces événements sportifs. Donc le choix de l'adversaire n'est jamais anodin. Jamais. Affronter les Pays-Bas, qui sont classés 7e mondiaux, sur leur propre terre, c'est pas rien pour l'Algérie qui navigue autour de la 43e place. Il y a une vraie volonté d'affirmation. Voilà, se confronter à une puissance européenne majeure dans une arène réputée imprenable, c'est une immense démonstration d'ambition. Mais là où le concept de soft power prend toute sa dimension, c'est avec ce match en Italie contre le Guatemala. À cause de la ferveur autour de la billetterie dont tu parlais. Précisément. Que des billets s'arrachent en quelques heures, mais dans un pays tiers, ça illustre une force de frappe très spécifique. La capacité de mobilisation de la diaspora algérienne. C'est ça. Quand des dizaines de milliers de supporters remplissent un stade à l'étranger, je te garantis que les autorités locales, les observateurs politiques, économiques, ils le remarquent. Ça devient un atout d'influence colossal. C'est une façon pour l'État de dire « Regardez notre capacité de rayonnement, regardez le poids de notre communauté au-delà de nos propres frontières. » Tu sais, ça me fait penser à une petite phrase qu'on pourrait utiliser pour résumer ça. L'Algérie ne va pas à Rotterdam pour jouer au ballon. Elle y va pour tester son influence face à une nation du top 10 mondial. Le stade de Kuip est invaincu depuis 25 ans. C'est le théâtre parfait pour une démonstration de force diplomatique et sportive. C'est une synthèse redoutable. Et justement, cette question de la diaspora et de l'influence, ça nous amène au point le plus clivant de la vidéo. Un sujet très complexe, oui. Particulièrement en France. Ce croisement permanent entre les performances sportives, la religion et les tensions identitaires. D'ailleurs, la vidéo fait un grand écart assez saisissant là-dessus. D'un côté, on a un enthousiasme débordant pour Ryan Aït-Nouri, qui fait une saison exceptionnelle. Complètement. Il a sorti un match incroyable en Première Ligue contre Leeds. Il a été élu homme du match avec une note de 8,07 et le créateur de la vidéo fait une observation qui m'a interpellée. Sur la période de l'année. Oui, il note une tendance historique où certains joueurs de confession musulmane semblent atteindre des sommets de performance pendant le mois de Ramadan.
C'est une observation qui revient souvent, oui. Il cite Mahrez par le passé, Mohamed Salah et aujourd'hui Ait Nouri. Il décrit ça presque comme une transcendance physique et mentale. Mais juste après, le ton de la vidéo change radicalement. La transition est brutale vers le Paris FC, c'est ça? Exactement. On passe à une nouvelle beaucoup plus sombre et très commentée. Et très révélatrice des paradoxes français actuels. D'un côté, on célèbre la ferveur spirituelle qui boosterait la performance individuelle, et de l'autre, on se trend le mur de la gestion institutionnelle. Pour situer l'affaire du Paris FC à ceux qui nous écoutent, la vidéo explique que le nouvel entraîneur, qu'ils appellent Antoine, a pris des décisions lourdes. Concernant Ilan Kebal. Voilà. Kebal portait le brassard de capitaine pour remplacer Maxime Lopez. L'entraîneur lui a retiré le brassard et l'a changé de poste. Il est passé de l'aile droite au poste de numéro 10. Ce qui, en soi, pourrait être un simple choix tactique. Sauf que la déclaration qui a mis le feu aux poudres, c'est quand on a demandé si Kebal récupérait le brassard. L'entraîneur a répondu en gros que pour le poste de meneur de jeu, oui, mais pour le capitanat, il fallait qu'il arrête de rêver. Une phrase très dure. Et pour bien comprendre les réactions épidermiques que ça provoque, il faut écouter le contexte donné par la source. Cet entraîneur ne sort pas de nulle part. Il a un passif. Exactement. Il est décrit comme ayant des positions extrêmement fermes, voire très conflictuelles, concernant les joueurs qui jeûnent pendant le ramadan. La vidéo mentionne l'épisode avec Jawen Hadjam d'ailleurs. C'est ça. Hadjam avait été écarté du groupe parce que l'entraîneur refusait catégoriquement de composer avec le jeune. Donc quand ce même entraîneur retire le brassard à un joueur comme Kebal avec une punchline aussi tranchée, l'opinion n'y voit plus du tout un choix tactique. Mais là encore, je vais me faire l'avocate du diable. Mais on rappelle bien qu'on ne prend pas parti ici, on analyse juste les faits rapportés. Bien sûr, on garde notre neutralité. Un coach a bien le droit de vouloir un autre profil de leader, non? Est-ce qu'on ne fait pas un procès d'intention directe en liant ça à la religion? C'est l'argument classique de la direction sportive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, le sport n'évolue pas sous cloche. Ça devient le réceptacle d'une tension sociologique majeure. La tension entre la laïcité et l'identité, c'est ça, hein? Oui, il y a un tiraillement constant entre l'exigence du sport de haut niveau, l'interprétation stricte de la laïcité à la française qui exige une neutralité absolue, et le besoin identitaire des joueurs issus de la diaspora nord-africaine. Ça me donne envie de résumer ça comme ça. Ilan Kebal, privé de brassard au Paris FC. Simple choix tactique ou continuité d'une gestion stricte face aux joueurs musulmans, quand le terrain devient le reflet des débats identitaires français. Ça résume parfaitement le dilemme. Et cette question de la double appartenance, elle trouve un écho vraiment fascinant dans une autre section de la vidéo. Ah, tu veux parler de l'équipe de rêve ? Absolument, c'est presque de la science-fiction footballistique, mais c'est lourd de sens. J'avoue que ce passage m'a complètement scotché. La vidéo relaie une liste imaginée par le média B-Football. Et attention, on parle d'un média qui a plus de 2 millions d'abonnés. Ce n'est pas un petit compte confidentiel. Pas du tout. Ils ont composé une équipe d'Algérie fictive, formée uniquement de binationaux et de joueurs d'origine algérienne. Et franchement, la liste donne le vertige. Rien que les noms, oui. On aurait Lucas Zidane dans les buts, une défense avec Ait Nouri, Ben Sebaini, Mandi, un milieu avec Belloumi, Maza, Ryan Cherki, Boudaoui. C'est déjà très solide. Mais l'attaque, c'est délirant. Michael Olise, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Carrément. Le commentateur affirme très sérieusement qu'une telle équipe roulerait sur le monde entier et gagnerait la Coupe du Monde sans transpirer. Et sportivement, vu le palmarès de ces joueurs, l'affirmation se tient. Mais sur le plan géopolitique, cette liste est incroyable. C'est la matérialisation de l'héritage postcolonial, non ? Exactement. C'est l'illustration pure d'un transfert massif de capital humain vers l'Europe, et surtout vers la France, sur plusieurs générations. Ces talents sont nés en Europe, formés là-bas, mais liés historiquement à l'Algérie. Ce qui fait que le choix sportif d'un binational devient un acte éminemment politique. Tout à fait. Si on réunissait ces joueurs, l'Algérie serait une superpuissance du football. Ça explique pourquoi aujourd'hui, quand un gamin de 20 ans doit choisir entre la France et l'Algérie, c'est plus juste un choix de carrière. C'est perçu comme une déclaration d'allégeance. Voilà. C'est disséqué de part et d'autre de la Méditerranée. C'est le poids de l'histoire géopolitique sur les épaules d'un jeune sportif en short. C'est fou quand on y pense. Des mouvements de population d'il y a 60 ans qui dictent l'ambiance des stades aujourd'hui. C'est la définition même de la géopolitique du sport. Mais la géopolitique, ça ne s'arrête pas aux diasporas en Europe. La vidéo nous embarque ensuite sur des conflits régionaux beaucoup plus directs. Et là, c'est la diplomatie pure et dure qui paralyse les institutions. On arrive sur le dossier de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. La CAN féminine, oui.
On a vraiment l'impression d'assister à une guerre froide sportive au Maghreb. Le terme n'est pas exagéré. Il y a un flou total autour de l'organisation. D'après la vidéo, la fédération marocaine ferait la sourde oreille aux requêtes de la Confédération africaine de football, la CAF. Et le journaliste Romain Molina a sorti des infos cruciales là-dessus, relayées dans la vidéo. Oui, il explique que la CAF, face à ce silence marocain, a tâté le terrain pour que l'Algérie reprenne l'organisation du tournoi. Ce que l'Algérie a catégoriquement refusé. C'est un cas d'école de paralysie institutionnelle, non ? Totalement. En analysant ça avec la neutralité qui s'impose, on observe juste les faits. Les tensions diplomatiques entre Alger et Rabat sont telles qu'elles finissent par gripper les instances sportives continentales. Le sport est littéralement pris en otage. C'est ça. Le football africain pâtit d'une hostilité diplomatique bilatérale. Et le pire, c'est que ça ne se limite pas au continent africain. L'information suivante dans la vidéo, si elle se concrétise, c'est un séisme mondial. La rumeur sur la Coupe du Monde 2026. Oui, le mondial prévu aux États-Unis. La rumeur enfle sur un retrait potentiel de l'équipe d'Iran. Et ça, à cause des tensions politiques extrêmes des 44 dernières heures. Là, on quitte le soft power pour entrer dans la géopolitique la plus dure. Un retrait volontaire pour des raisons diplomatiques, c'est rarissime. Mais très pragmatique quand on regarde le contexte. Absolument. Les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques rompues depuis des décennies. L'idée d'envoyer la délégation iranienne jouer sur le sol américain, ça paraît intenable. Au-delà de l'image insupportable pour Téhéran de jouer sur le territoire perçu comme ennemi, il y a la logistique. Obtenir des visas, garantir la sécurité, c'est un casse-tête diplomatique sans nom. C'est lunaire. Mais ce qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle les remplaçants potentiels se mettent en ordre de bataille. La nature a horreur du vide, la FIFA aussi. C'est clair. La vidéo cite l'Irak ou les Émirats arabes unis comme remplaçants. Ça montre comment le Moyen-Orient est prêt à se repositionner à la seconde sur l'échiquier sportif en cas de vide géopolitique. On garde les quotas régionaux de la FIFA, mais on contourne le blocage politique. En parlant de l'échiquier sportif asiatique et moyen-oriental, il y a un dernier rapport de la FIFA mentionné dans la vidéo qui m'a surprise. Sur la Jordanie. Oui, une mise en garde envoyée à l'Algérie concernant l'équipe de Jordanie. Et surtout, leur attaquant star, Musa Al-Tahamari, qui est placé dans le top 10 des joueurs asiatiques à suivre. Et ce n'est pas juste une info de scouting. Tu y vois un symbole plus large ? Tout à fait. C'est le symbole de la montée en puissance de l'Asie et du Moyen-Orient face aux nations africaines traditionnelles. Historiquement, les grandes nations africaines prenaient ses adversaires de haut. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Plus du tout. Les infrastructures, la formation, l'exportation de talents comme Al-Tahamari en Europe, l'équilibre mondial est en train de basculer. C'est un paysage très mouvant, ce qui nous amène à la gestion purement interne d'une équipe nationale, le dernier point de notre source. La fameuse liste de Vladimir Petković. Exactement. Le sélectionneur de l'Algérie convoque Achraf Ababa pour pallier la blessure de Samir Chergui. Mais il écarte Ahmed Touba. Voilà. Et ça, c'est présenté comme un pur choix tactique. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'une liste, c'est jamais que de la tactique. C'est un exercice d'équilibriste politique interne. Une sorte de diplomatie de vestiaire, hein ? Signal à la presse, aux supporters, aux cadres du vestiaire. Un sélectionneur, dans ces pays où le foot est une religion, c'est presque un ministre. Il gère l'opinion publique autant que le placement défensif de son équipe. Exactement. Eh bien, quand on regarde le chemin parcouru depuis le début de cette exploration, C'est assez vertigineux, oui. on est parti d'un simple match amical programmé à Rotterdam, on a traversé les vestiaires tendus du Paris FC sur fond de laïcité, on a imaginé une équipe utopique qui réécrit l'histoire franco-algérienne. Et on a fini sur un potentiel séisme diplomatique entre Washington et Téhéran au Mondial 2026. Tout ça à partir d'une simple revue d'actualité sportive. Donc au final, qu'est-ce que ça nous dit ? Que le sport est vraiment devenu le baromètre le plus sensible de nos relations internationales. C'est la leçon principale. Il est indispensable aujourd'hui de lire entre les lignes des pages sportives. Derrière chaque match délocalisé, chaque retrait de brassard, il y a des enjeux de pouvoir, d'identité et de diplomatie. Ça touche directement la société. Oui, et les diasporas. On ne peut plus regarder un match avec naïveté. Ce qui me fait penser à une dernière réflexion pour clore notre analyse. Une idée un peu provocatrice à laisser maturer pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si l'identité d'une nation se mesure aujourd'hui à la puissance de sa diaspora sur des terrains étrangers, la question se pose vraiment. Est-ce que les véritables frontières d'un pays s'arrêtent à sa géographie physique, tracée sur une carte, ou est-ce qu'elles s'étendent partout où ses talents choisissent de briller, même s'ils portent un autre maillot ?
Ça soulève en effet une question sociologique et politique majeure. C'est une réflexion très puissante pour terminer. Sur ce, on laisse notre audience méditer là-dessus.